Ok, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 dernières grandes tendances du DXY, donc du dollar américain. Donc en gros, ça va du fin août jusqu'à aujourd'hui, donc le 12 décembre, le 11 décembre à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Et donc, pour commencer, on m'a demandé de faire cette vidéo parce que j'avais publié 3 analyses. Donc vous voyez, je les ai notées ici. Hop, une là, une autre là et une autre là. Et à chaque fois, ce sont des analyses que j'avais publiées pour les membres de ma formation sur le dollar américain. Par exemple, là, j'étais haussier, il y a eu la hausse. Là, le 4 novembre, j'étais baissier, nous avons eu la baisse. Et là, le 27 novembre, j'étais haussier, nous avons eu la hausse. Voilà. Et donc, on m'a beaucoup demandé de un minimum décortiquer pourquoi j'avais ces analyses-là. Donc, tout simplement les décortiquer. Donc, on va commencer directement. Et d'ailleurs, je précise, si vous êtes débutant d'analyse fondamentale, il y a de grandes chances, je vous invite fortement à regarder mes 3 dernières vidéos pour comprendre un maximum ce que je vais dire là, parce que ça fait vraiment suite aux 3 vidéos que j'ai faites, pour un peu donner des exemples sur comment on utilise l'analyse fondamentale. Et donc vraiment, allez regarder les 3 dernières vidéos, parce que ça va fortement vous aider. Et voilà, et donc là au moins ça fait un petit exemple pour les 3 dernières que je viens de faire. Donc on va commencer directement. Donc là, ok, la première analyse que j'avais partagée aux membres de ma formation, bon d'ailleurs à ce moment-là il n'y avait encore personne parce que j'avais pas encore lancé d'ailleurs, c'était juste avant que je lance. Bref, donc vous voyez que j'avais partagé sur Telegram comme quoi le 29 août j'étais haussier sur le dollar américain, ok. Maintenant, on va voir d'un point de vue fondamental pourquoi j'étais haussier. Donc dans un premier temps, faut que je revienne un petit peu en arrière parce que si je contextualise pas, ça va être un peu compliqué. En juin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Fed a arrêté sa hausse de taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'elle n'a pas baissé les taux, mais elle a arrêté d'augmenter les taux. Ok, et ça, c'était une première parce que ça faisait depuis février 2022 qu'elle montait les taux d'intérêt, donc pour lutter contre l'inflation. Je pense que jusqu'à présent, vous me suivez. Et donc, voilà. La Fed a donc arrêté sa hausse de taux en juin. Parce que l'inflation n'arrêtait pas de chuter, donc il n'y avait plus vraiment de nécessité. Et à ce moment-là, regardez, le dollar américain a perdu de la valeur. Parce que, de l'autre côté, la BCE, elle, on prévoyait encore qu'elle monte les taux d'intérêt, au moins une fois. Et après, on ne savait pas trop. C'était un peu... On ne savait pas encore. On ne savait pas encore, donc dans le doute, voilà. J'ai envie de dire dans le doute, et puis il y avait aussi une inflation qui baissait, mais c'est pour revenir juste après. Et voilà. Donc, voilà. Après la BCE, on ne savait pas encore. Et à ce moment-là, en fait, à la réunion de la BCE, je ne sais plus exactement quand c'était, mais c'était mi-juillet par là, oui, peut-être le 18, je ne sais plus exactement, pourquoi on a eu ce retournement de tendance haussier du dollar américain. Alors tout simplement parce que la BCE donc, a fait sa hausse de taux comme ce qui était prévu par le marché, sauf qu'elle a dit après dans le discours, et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de regarder les discours, c'est même plus important que l'annonce des taux d'intérêt en elle-même, c'est que la BCE elle a dit clairement, il y a peu de chances qu'on refasse une hausse de taux. En gros, elle a laissé entendre que c'était sûrement terminé. Et donc à ce moment-là, écoutez bien, c'est hyper important. Parce que c'est vraiment, c'est là que tout se joue en fait. Vous avez les 2 banques centrales qui font la même chose. Quand je dis font la même chose, c'est que les 2 banques centrales ont arrêté la hausse de taux. Voilà. Et il y en a beaucoup en fait qui sont débutants dans l'analyse fondamentale et qui me disent oui, mais quand les 2 banques centrales font la même chose, on fait comment en fait? Comment on fait? Et c'est vrai que moi, quand j'étais débutant, je me suis dit la même chose. Je me dis mais comment on fait quand 2 banques centrales font la même chose? Mais bref. Et bien c'est pas compliqué. À ce moment-là, en fait, l'économie européenne était mal en point. L'Allemagne est en récession, faut pas l'oublier. Et les PMI, comme je vous ai dit, tous les PMI de la zone euro étaient en contraction, que ce soit les services, la manufacture, le composite, tout était en contraction. Il y avait même le PMI manufacturier allemand qui était à 39, donc c'est vraiment extrêmement bas. Vous avez vraiment une économie européenne qui était en forte contraction. Et par-dessus ça, l'économie américaine, elle, pour le coup, marchait très très bien. Donc forcément, là, c'est l'économie américaine qui va largement primer sur l'économie européenne. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que le dollar américain a repris de la valeur. Parce que on attend plus de hausse de la BCE, et ni de la Fed, mais voilà, l'économie américaine est largement meilleure que celle de la zone euro. Le taux de chômage était dans les 3,8% par là, alors qu'en zone euro, on était dans les 6%. Puis comme je vous ai dit, la croissance aux États-Unis, c'était dans les 4%. En zone euro, on est à 0, quoi. On est à 0, et en Allemagne, qui est moteur de l'économie européenne, on était même en récession. Donc je sais pas si vous imaginez. Ok. Mais donc à ce moment-là, vous voyez, on était aussi sur le dollar américain. Et moi, donc j'envoie, comme vous voyez ici, c'était une capture de Telegram, le 29 août, j'envoie cette analyse-là. Donc en gros, je dis clairement que je suis haussier sur le dollar américain. Donc pour les raisons que je viens de vous dire.
Euh, alors, continuation de tendance. Vous voyez qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, bon, le dollar américain a déjà repris beaucoup de valeur, il n'y a pas de raison qu'il continue sa hausse. Bah si, justement, il y avait des raisons. Et là, si vous tradez justement qu'avec l'analyse technique, regardez par exemple, voilà, je m'en rappelle très bien sur Twitter, par exemple, j'en avais vu, il disait, oh là là, il y a un support, il va falloir vendre le dollar américain par ici. Effectivement, il y a eu une réaction. Il y en a qui se sont dit, oh là là, on va le reprendre au Fibonacci parce qu'il y a eu des cassures, techniquement parlant, c'est beau. Mais oui, mais non. À ce moment-là, les fondamentaux, l'analyse fondamentale disait clairement que le dollar allait continuer d'être haussier. Pourquoi ? Comme je vous ai dit pour la précédente vidéo, et c'est pour ça que si vous n'avez pas regardé mes 3 dernières vidéos sur l'analyse fondamentale, et la base, vraiment, c'est la base à savoir, vous n'allez pas comprendre. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir surtout la dernière. Donc en gros, là, les probabilités des hausses de taux d'intérêt de la Fed, on était vraiment assez mitigés. Bon, là, on ne le voit pas malheureusement, mais en fait, on pouvait encore attendre une hausse de la Fed, après une pause depuis juin, je vous rappelle. Depuis juin, il n'y avait pas eu de hausse de taux et le marché ne prévoyait pas ça. Mais dans les probabilités, il y avait de plus en plus de chances que on retrouve une Fed hawkish, donc qui remonterait encore une fois les taux d'intérêt. Parce que l'inflation à ce moment-là avait quand même du mal à se calmer, et surtout que l'économie américaine était hyper forte. Vous voyez, quand vous avez une croissance de 4% dans ces eaux-là, forcément, ça aide pas à avoir une déflation, enfin, entre guillemets, un ralentissement de l'inflation. Ça suffit pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait encore, on va dire que la Fed avait encore beaucoup de cartouches pour faire au moins une hausse de taux. Donc c'est pour ça, les probabilités, même si elles n'étaient pas forcément écrasantes, ça se chevauchait et ça a monté un petit peu. Vous voyez, les probabilités montaient un petit peu, donc ça suffit pour booster le dollar. Et comme je vous ai dit, l'économie américaine est largement au-dessus. Et il y avait aussi à ce moment-là en fait des risques liés à l'économie chinoise. Je l'avais précisé, donc le dollar pouvait jouer aussi son rôle de valeur refuge. Bon, est-ce que c'est vraiment ça qui a fait le marché? Pour moi, c'était surtout ce que je viens de vous dire précédemment. Mais bon, ça aide un petit peu. Parce que la Chine avait des problèmes encore maintenant sur son immobilier, tout simplement. Les bourses chinoises ne vont pas hyper bien. Mais voilà. Donc je me suis dit, il y a aussi un peu cet aspect refuge. Donc voilà. Et donc, voilà, au moment où j'envoie cette analyse, donc c'était le 29, vous voyez, il a un petit peu encore retracé à la baisse, mais je précise, pour ceux qui seraient intéressés par ma formation, quand j'envoie une analyse, c'est pas, par exemple, voilà, j'envoie une analyse le 29 août, il faut direct acheter le dollar américain. Non, non, c'est quand vous avez, par exemple, des bonnes zones techniques, et je le précise en général, bon, là on voit pas tout, mais voilà, par exemple, retour sur des niveaux FIBO. Bon, on va y venir juste après. Bref, dès que vous avez un setup technique, par exemple, moi c'est ce que j'attends en fait. Dès que je fais une analyse, j'attends évidemment un setup technique parce que l'analyse technique, ça sert vraiment à être dans le timing, quoi, à rentrer en position. Mais sinon, voilà, comme je vous ai dit ici, si vous tradez bêtement les supports et résistances, vous vous serez dit, bon, le dollar américain, il a déjà fait une belle hausse, on est sur des zones intéressantes, bon, il va baisser. Bah non, non, non. Et vraiment, je me rappelle, il y en avait plein qui disaient, oui, ça va, le dollar américain va baisser. Ça n'avait aucune logique. Je vous dis clairement, ça n'avait aucune logique que le dollar américain baisse. Et donc voilà, il a fait 3,8% de hausse, donc ce qui est énorme pour une monnaie. Je vous rappelle que c'est une monnaie. C'est une monnaie. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, une monnaie. Bref. Et donc on va continuer tout simplement. Bon voilà, là vous avez compris. Je pense que vous avez compris. L'économie américaine était largement au-dessus, donc on prévoyait de nouvelles hausses de taux. Enfin, les prévisions augmentaient légèrement, même si en réalité le marché n'y s'y attendait pas, mais il laissait quand même la porte ouverte à ça, vous voyez ce que je veux dire? Et l'inflation avait quand même encore du mal à baisser, et voilà. Et donc la Fed avait encore beaucoup de cartouches pour grimper les taux d'intérêt en soi. Et oui, et je précise quelque chose, je ne vais pas rentrer vraiment en détail dans ces analyses-là, parce que déjà je réserve ça aux membres de ma formation, et puis justement là vraiment, la plupart d'entre vous êtes des débutants, et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Donc je ne vais pas vous inonder d'informations directement. Déjà, si vous comprenez ce que je dis là, si vous avez compris la vidéo à la fin de la vidéo, si vous avez tout compris, c'est déjà très très bien, ok? Vous avez déjà fait des très bons progrès en analyse fondamentale, ok. Donc on va continuer. Donc là, le temps passe, vous voyez, cette analyse-là, au final, je l'ai envoyée le 29. Voilà, bon après là, ça a rangé, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais au moins jusqu'au 3 octobre, elle était largement valable. Donc au moins 2 mois, pendant 2 mois, vous aviez une tendance. Et donc là, c'est parfait. Après, chacun trade au niveau technique comme il veut. Mais c'est ça qui est génial avec la fondamentale, c'est que c'est la même pour tout le monde. Donc que vous tradiez CT, Ishimoku, Price Action, Scalping, Intraday, ce que vous voulez, dans tous les cas, c'est la même pour tout le monde. Donc c'est pour ça d'ailleurs, dans ma formation, j'ai des membres qui tradent vraiment
Personne ne traite pareil, au niveau technique je parle. Mais voilà, on a un point commun, c'est qu'on utilise la fondamentale. Donc c'est bon, c'est parfait. Ok, donc la suite, c'était une analyse pour le dollar américain, donc le 4 novembre, voilà. Que vous voyez ici, je l'ai partagé là, hop. Donc je cherche des ventes sur le dollar américain, vous voyez, 4 novembre 2023. Donc ça, je l'ai partagé aux membres de ma formation, encore une fois. Vous voyez que les 3 dernières grandes tendances du dollar américain, je les ai anticipées. Et je ne suis pas un magicien du tout, hein. J'utilise l'analyse fondamentale. Alors évidemment, c'est dur, j'ai bien galéré avant d'atteindre ce niveau-là, mais bref. Donc je vais chercher des ventes sur le dollar américain, bien sûr, c'est des opportunités techniques, par exemple. Regardez, retour sur des zones Fibonacci, regardez. C'était vraiment chirurgical, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, j'avais partagé l'analyse là, et j'avais dit clairement, si on revient sur des zones Fibo, ça peut être intéressant. Regardez, on est revenu sur les 50 de la zone Fibo, et après le dollar américain a chuté. C'est vraiment chirurgical. Ok, mais ça c'était... Bref. Ok. Donc à ce moment-là, alors, pourquoi j'ai été baissier sur le dollar américain? Alors, j'étais pas forcément baissier sur du long terme, par contre, un retracement entre guillemets court terme, pour moi, ça avait totalement du sens. Pourquoi? Alors, déjà, le prix à ce moment-là, avant, il était en range. Ok, le dollar américain n'arrivait plus à monter, hein, et ça au final, pendant plus d'un mois. Pourquoi? Parce que tout simplement... Alors, à ce niveau-là, voilà, je vais plutôt aller sur le RUSD parce qu'il y avait les historiques à ce moment-là. Regardez, à ce moment-là, voilà, on était le 3 novembre, et à ce moment-là, il y avait donc les résultats sur les créations d'emplois, voilà. Et donc là, on a vu un chômage qui explosait en hausse. Bon, explosé en hausse, ça reste bien meilleur qu'en zone euro, mais vous voyez que le chômage grimpe. Et NFP, la création d'emplois dans le domaine non agricole, pareil, en chute. Ok. Et donc à ce moment-là, c'est là que pour moi, j'attendais un peu une baisse du dollar américain. Pourquoi? Alors déjà, premièrement, il y avait le conflit israélo-palestinien. Alors, il avait débuté, il me semble, c'était début octobre, et à ce moment-là, il y avait une petite réaction du pétrole en hausse, parce que le marché forcément était inquiet de savoir, ok, est-ce qu'il va y avoir des problèmes au niveau d'approvisionnement du pétrole? Et en fait, on s'est rendu compte que non, il n'y allait pas avoir de problème. Donc l'aspect valeur-refuge, si vous voulez, au début ça a fonctionné, mais après ça ne marche plus. Et donc en novembre, en fait, le marché il n'était pas inquiet de la crise, du conflit israélo-palestinien. Et ça, en fait, on le voit facilement, justement, on va voir le prix du pétrole, et moi je voyais qu'il était en chute. Donc clairement, le marché il n'était pas inquiet du conflit israélo-palestinien. Donc déjà ça, c'était un point important, vous voyez. Quand vous avez des imprévus, entre guillemets, donc là, le conflit israélo-palestinien, regardez bien est-ce qu'il peut vous impacter ou pas. Et donc là, vu que le dollar américain, c'est une valeur refuge, il n'y avait pas forcément à avoir d'impact du conflit israélo-palestinien. Ok. Et donc à ce moment-là, le chômage, il était, comme je l'ai dit, c'était cette bougie-là, le chômage américain, il n'était pas en bonne santé, le chômage américain. Et suite à ça, en fait, on a eu des probabilités qui sont sorties, parce qu'il y avait aussi l'inflation aux États-Unis qui continuait sa baisse, hein. Et en fait, c'est là que les probabilités, vous voyez, sont très importantes. Le marché est toujours dans les prévisions. En fait, à ce moment-là, on prévoyait une première baisse de taux d'intérêt de la Fed pour... Ah non, pardon, attendez. Avant que je parle de ça, pardon, excusez-moi, on avait également des prévisions. Parce que la Fed ne publie pas que ses résultats sur les taux d'intérêt. Enfin, ses résultats sur... ces décisions de taux d'intérêt. Elle publie aussi régulièrement des rapports du FOMC qui sont par exemple les perspectives de croissance. Et dans ces eaux-là, on avait des perspectives de croissance qui étaient publiées aux États-Unis, sur le site de la Fed, qui nous disaient clairement que oui, la croissance américaine va fortement ralentir dans les mois qui suivent. Alors, ils n'étaient pas en train forcément de dire le mois prochain, mais par exemple, le premier trimestre 2024, la croissance américaine va fortement ralentir. Ok. Et donc, à ce moment-là, voilà, on avait le chômage pareil qui était un peu en hausse. Là, c'était des résultats frais. Ok. Et donc, à ce moment-là, ce qui était hyper intéressant, c'est que dans les prévisions, la Fed allait baisser les taux d'intérêt en juin, alors que la BCE, on prévoyait que ce soit en juillet. Donc, vous voyez, il y a peut-être un mois d'écart, c'est rien. Vous allez me dire, c'est tiré par les cheveux. Mais c'est comme ça. Donc, on prévoyait une Fed dovish avant la BCE. Bon, il ne faut pas oublier que la BCE aussi, en termes de taux
de taux d'intérêt, ouais, elle était quand même plus faible que la BCE en soi. Mais voilà. Du coup, ça a poussé un retracement clairement sur le dollar américain. Et là, vous voyez par exemple cette mèche en baisse, c'était des résultats sur l'inflation américaine qui étaient plus faibles que prévu. Si on regarde là, voilà. Vous les avez là, 4 au lieu de 4,1, 0,2 au lieu de 0,3, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Ça a poussé, ça a aidé clairement à retracer. Alors là, je tiens à préciser que par exemple, dans cette analyse-là que j'ai envoyée, j'étais dedans. Celle-là, j'étais pas rentré niveau technique. Dommage, voilà. Mais bon, après celle-là et celle-là, j'étais rentré, bref. Mais heureusement qu'il n'y a pas que le dollar américain qu'on peut trader, bien sûr. Ok, donc voilà. Voilà, on a eu la baisse. Et vous voyez que là, vraiment, moi, ce qui m'a vraiment fait dire que oui, il allait y avoir une baisse, c'était ça, c'était les probabilités. À ce moment-là, vraiment, voilà, on avait une Fed qui était dovish avant la BCE. Et moi, quand j'ai vu les résultats chômage, tout ça, je me suis dit, ok, un retracement, ça a du sens. Et voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ah pardon, et j'ai oublié avec les prévisions également de croissance. Parce que voilà, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que, vous voyez, toute cette hausse-là, elle a clairement été là parce que l'économie américaine était largement supérieure à l'économie de la zone euro. Mais à ce moment-là, du coup, on prévoyait que dans l'avenir, il allait y avoir moins de divergence là-dessus. Divergence dans le sens, l'économie américaine va également s'affaiblir. Donc elle va commencer petit à petit à rejoindre l'économie de la zone euro en termes de croissance, c'est-à-dire pas grand-chose. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est que des prévisions. C'est pour ça, ce que le marché a pricé, par exemple, là, ça peut complètement changer. Hein. Là, je parle vraiment du moment. Et l'avenir, après, nous dit si c'était vrai ou pas. Mais sur le moment, voilà, le marché l'a prévu comme ça. Et donc là, cette divergence qu'il y a eu entre une économie américaine qui était super forte et une économie européenne qui était super faible, dans les prévisions, ça allait se rapprocher, même si évidemment dans les prévisions, on s'attend toujours à que l'économie américaine soit meilleure que celle de la zone euro. Ok, mais voilà. Voilà pourquoi il y a eu cette baisse. Maintenant, ça nous amène jusqu'à la fin du mois, le 27 novembre. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu les résultats sur le PIB américain, tout simplement. Donc, que je regarde. Donc le 27 novembre, voilà, c'était là. Regardez, j'avais envoyé cette analyse le 27 novembre. Moi, j'avais pris le trade sur USD juste avant les annonces. Donc, ok, à ce moment-là, en fait, on avait déjà eu. Il me semble que c'était. Mais non, ça c'était ici. Voilà. C'est ça qui a vraiment fait commencer la hausse du dollar américain. Il y a eu plusieurs points. Encore une fois, je ne vais pas rentrer précisément dans les détails. Mais vous voyez que le PIB, la croissance du PIB, au-dessus des prévisions qui étaient déjà des prévisions énormes, 5%. C'est énorme. Je vous rappelle que la zone euro est à 0, voire en récession. Là, on est à 5,2 aux États-Unis. Donc c'est énorme. Et en général, quand la croissance va, tout va. Je vous rappelle que le PMI des services également est manufacturier. Non, manufacturier, je ne suis pas sûr, mais le PMI des services américains est en croissance, alors qu'en zone euro, on n'est pas du tout en croissance. On est peut-être à 41 à ce moment-là. Ok, donc à ce moment-là, toute cette hausse-là, qui était justifiée, alors je précise que toute cette hausse de l'euro-USD, donc la baisse du dollar américain ici, également du coup ça a fait rebondir les... Ah oui, j'ai oublié de préciser ça, les indices boursiers donc ont repris de la valeur. Pourquoi ? Parce que voilà, si vous aviez des baisses de prévisions sur le chômage, par exemple, des chiffres sur le chômage qui sont moins bons, oui, les indices boursiers ils vont aimer parce qu'ils se disent ok, donc la Fed va bientôt pivoter, donc baisser les taux d'intérêt, et c'est bon pour l'économie de baisser les taux d'intérêt. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu un regain d'optimisme. Voilà. Et voilà, clairement c'était ça. Et donc, vous savez, il y a aussi une corrélation entre le fait que le S&P 500 baisse et le dollar américain. Le S&P 500 qui monte et le dollar américain qui baisse. Ok, donc revenons ici. J'envoie cette analyse, donc comme vous voyez ici, 27 novembre. Moi, je vais regarder si je peux avoir des setups d'achat sur le dollar américain avant les annonces sur l'USD. Parce qu'à ce moment-là, donc, on avait des prévisions qui étaient encore sur la croissance économique, qui étaient énormes. Vraiment, c'était assez balèze. Et si on regardait, par exemple, les algorithmes de la Fed, par exemple de Cleveland, parce que pas chaque État, mais chaque zone géographique aux États-Unis a sa Fed régionale, on va dire. Et il y en a une, donc il y a un algorithme assez avancé qui nous dit clairement que non, l'inflation, vraiment, elle va avoir du mal à descendre dans les prévisions, même légèrement des hausses.
Donc là, la baisse qu'il y a eu sur le dollar américain, on commençait à se dire, bon, c'est peut-être un peu exagéré, parce que parce que c'est vraiment l'euro USD qui drive aussi le dollar américain. Parce que 57% du dollar américain est basé sur l'euro, donc forcément, voilà, c'est important. Et donc, voilà, l'euro, l'inflation a également chuté. Donc, est-ce qu'une hausse aussi énorme de l'euro face au dollar américain, donc une baisse du dollar américain, était très très justifiée? Non, clairement pas. Au bout d'un moment, on arrive à des sommets, on arrive au 1,10, c'était déjà un peu inespéré pour l'euro qui, vraiment, comme je vous ai dit précédemment, l'économie de la zone euro n'est pas du tout en bonne santé. Et du coup, on prévoit clairement une croissance aux États-Unis qui reste forte, avec potentiellement, et dans les prévisions également c'était ça, un taux d'inflation qui continue d'être assez fort, et comment dire, qui ne baisse pas comme prévu, comme en dessous des 2%, c'est-à-dire qui stagne, on va plutôt dire ça. Et voilà, et du coup, comme je dis, il y a des algorithmes assez avancés de l'inflation qui prévoyaient une légère hausse le mois dernier. Donc ok, donc la hausse, toute cette hausse était justifiée, au bout d'un moment, faut pas déconner. Comme on dit, voilà. L'économie américaine reste largement supérieure à celle de la zone euro, largement. Donc vous avez eu la hausse. Surtout que les chiffres aux États-Unis sont sortis largement encore mieux que prévu, quoi. C'est incroyable. Dire une croissance à 5,2, c'est incroyable. Mais bon. Les deux chiffres, je ne vais pas rentrer en détail. Et à ce moment-là, donc, les probabilités que la Fed baisse ses taux d'intérêt, la BCE, dans les probabilités de taux, première baisse de taux d'intérêt, est passée devant la Fed. La BCE pivoterait avant la Réserve fédérale. Ok ? Donc, forcément, si la BCE pivote avant, le dollar américain, il reprend un peu des forces. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Alors là, il a aussi beaucoup joué sur la faiblesse de l'euro. Parce que par exemple, si vous regardez, il y a certaines paires en dollars américains qui ont eu du mal le dollar américain, face à certaines devises, a eu du mal à prendre de la valeur. Okay. Donc vraiment, voilà. C'était clairement ça. La BCE, dans les probabilités, allait pivoter avant. Donc voilà, vous avez bien vu que les prévisions sont hyper importantes. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, la vidéo va durer. Regardez, on est déjà à 24 minutes. Et voilà. Donc on va pas non plus, je voulais faire une vidéo assez rapide, mais je pense que vous avez compris vous avez compris l'intérêt de l'analyse fondamentale pour ceux qui viennent de rejoindre. Donc voilà, toutes ces analyses-là, je les avais partagées sur le groupe Discord et Telegram pour réserver aux membres de ma formation. Donc voilà, si vous voulez rejoindre la formation, elle est encore disponible. Donc voilà, tout simplement, vous avez plein de vidéos où j'explique en détail comment je trade. D'ailleurs, à la base, le premier chapitre, c'est je passe en revue chaque monnaie. Donc chaque monnaie a ses particularités, donc je les passe totalement en revue parce qu'il faut absolument connaître les monnaies dans lesquelles on trade, c'est logique. Ensuite, voilà, je passe en revue tous les outils des banques centrales, comment les interpréter, etc. Voilà, les obligations, les taux d'intérêt, tout ça, les discours également, comment les prévoir. Parce que moi, j'ai prévu beaucoup de discours de banquiers centraux, par exemple la BNS, tout ça, bref, je les avais partagés sur le groupe Discord. Ensuite, j'explique exactement ma stratégie, que j'appelle stratégie des deux blocs en analyse fondamentale, également les secrets du calendrier économique, et puis on ne le voit pas là, mais énormément d'études de cas. Également des sessions historiques, c'est-à-dire ce que j'appelle sessions historiques, c'est je regarde toutes les grandes tendances qu'il y a eu sur le dollar américain et je les explique. Parce que si vous connaissez bien ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, vous serez prêt pour anticiper le futur. Parce qu'en réalité, le marché, ça ne change pas en fait. Ça fait des décennies que c'est la même chose, et encore largement de là. Alors également, vous avez un groupe Discord. Alors également, pardon, je précise que je fais des vidéos exactement sur mon organisation exacte, et je parle de ma stratégie Open London, par exemple. Bref, il y a pas mal de choses. Je ne vais pas vous tout détailler non plus, et surtout que je sors constamment des vidéos, c'est-à-dire que c'est accès à vie, et constamment, je sors de nouvelles vidéos. C'est-à-dire que dans le groupe Discord, voilà, il y a toute la communauté. Vous voyez, là, il y a toutes les devises, donc je partage mes analyses sur ces devises-là, les news importantes, et puis je corrige vos trades également, et puis voilà, on s'entraide dans la communauté. Et voilà, et vous me dites clairement, oui, j'ai besoin de telle vidéo sur le money management, par exemple, et puis moi, je la sortirai
voilà, dans la formation. Et voilà, en groupe Telegram, bon, bah, c'est pareil, c'est juste que je partage mes analyses dessus. On fait également des lives vocales dans le salon vocal. Et Telegram, je fais également beaucoup de vocaux pour vous dire un peu la vision que j'ai du marché, etc. Donc voilà, tout ça c'est encore disponible. Vous pouvez payer en 2 fois. Et voilà, vous avez donc tous les liens en description. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et donc à très vite, ciao!